Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les populations exigent la mise en place d'un débat sur le fédéralisme sur le théâtre de la crise anglophone. C'est l'une des revendications formulées au terme de la mission d'écoute menée par la commission Moussongé à Bamenda dans le chaudron de la crise anglophone. Le chef de l'État est-il prêt à accorder l'amnistie générale comme le revendiquent ces populations avant la convocation du corps électoral pour les législatives et les municipales? Au regard du contexte sociopolitique et sécuritaire, le chef de l'État va-t-il repousser ou maintenir ces élections locales très attendues au Cameroun? Nous en parlerons ce soir avec un expert des questions électorales. Un grave déficit en eau potable plonge les populations dans le désarroi et un calvaire inhabituel dans la capitale économique du Cameroun. Des populations contraintes de s'agglutiner et se bousculer devant quelques rares points d'eau qui les exposent à des maladies hydriques sous le regard indifférent des autorités locales. C'est le grand reportage de ce jour. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'on en sait désormais un peu plus sur les revendications formulées par les populations au terme de la deuxième mission d'écoute menée par la commission en charge de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. La commission a séjourné à Bamenda durant près d'une semaine. Il ressort que les populations souhaitent un débat public sur l'institution du fédéralisme au Cameroun. Elles revendiquent l'amnistie générale pour toutes les personnes impliquées dans le cadre de la crise anglophone. Elles souhaitent un dialogue inclusif et sincère qui inclut également la leader des mouvements séparatistes installés à l'extérieur du pays. Ces différentes revendications ont été compilées dans le rapport de la commission Moussongé qui est adressé au chef de l'État. D'autres précisions dans ce reportage que signe Éric Martial Diomo. Parmi les propositions fortes que la commission Moussongé tire des participants pour adresser au gouvernement, l'on retient la création des conditions favorables au retour des personnes déplacées à l'intérieur du pays, le débat sur les problèmes relatifs à l'institution du fédéralisme dans notre pays, la recherche des solutions d'urgence aux problèmes de fond posés en vue d'un retour à la paix, l'instauration d'un dialogue franc, sincère et inclusif entre le gouvernement et les anglophones, y compris ceux de la diaspora, pour trouver des solutions durables à la crise actuelle. L'accélération de la réalisation des infrastructures dans la région du Nord-Ouest, l'abrogation de la loi sur le terrorisme, l'amnistie générale à accorder aux personnes emprisonnées ou en exil du fait de la crise, le retour au Cameroun de tous les réfugiés au Nigeria, l'autorisation de la double nationalité pour les Camerounais vivant à l'étranger, le retour au pays de la dépouille d'Amadou Ahidjo. Ces propositions émanent des consultations menées par cette commission du bilinguisme et du multiculturalisme 2 jours durant à Bamenda. Sans tabou et sans crainte, les participants dans la salle du Presbyterian Church ou en audience ont évoqué toutes les questions liées à la crise anglophone et formulé ces solutions. Parmi les problèmes qui ont mené selon eux à la crise actuelle, ils ont cité la déformation de l'histoire politique du Cameroun, la mauvaise pratique du bilinguisme avec la prédominance du français, le chômage des jeunes diplômés, la corruption, le tribalisme, le népotisme ou encore la marginalisation des anglophones. Pour de nombreux participants, la balle est désormais dans le camp du gouvernement qui, selon eux, devrait prendre toutes les propositions en compte pour mettre fin à la crise actuelle qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Lors du premier jour de composition du BEPC, un candidat a risqué l'exclusion pour retard dans un sous-centre d'examen situé dans le 3e arrondissement de Douala. Il a fallu un plaidoyer de la part des parents qui sont restés campés devant l'entrée du lycée de Nilon au Brazzaville afin de donner les derniers conseils à leurs enfants candidats au brevet d'études du premier cycle et qui pourraient leur permettre d'entrer en seconde dans les différents lycées et collèges au Cameroun. Reportage François Dikoumé et Xavier Foucault. 8h13 exactement.
C'est l'heure à laquelle le dernier candidat a fait son entrée au sein du sous-centre écrit du lycée bilingue de Nilon-Brazzaville. Élève en classe de 4e, il explique son arrivée tardive par le fait que c'est ce matin que son papa lui a dit qu'il devrait aller composer. Vraie ou fausse raison, on ne saurait vous le dire avec certitude. Il a été tout de même admis à rentrer en salle, rejoindre les autres candidats. Plusieurs parents ont effectué le déplacement pour diverses raisons. Les uns pour prodiguer les derniers conseils et booster le moral. Les autres pour exposer des problèmes de leurs enfants qui ont égaré leur carte scolaire ou dont les noms sont mal orthographiés. Vu les inquiétudes de ses parents, le chef du sous-centre rassure. Il peut y avoir peut-être des petits cas d'oubli de carte d'identité ou de récépissé, mais ça ne saurait poser un problème, c'est d'autant plus qu'on demande aux candidats. Les candidats vont commencer normalement leur composition et ils présenteront leurs documents sûrement à la prochaine épreuve. Des candidats transférés n'ont pas retrouvé leur salle parce que n'ayant pas de nom sur les listes. Une salle a tout de même été aménagée pour leur permettre de composer en attendant la gestion de leur cas par les responsables. Candidats transférés, c'est vrai, mais jusque-là également, ça ne pose aucun problème parce que c'est des mesures internes au centre d'examen. Et c'est des choses que nous ne pouvons pas dire aux antennes. Ça a un traitement spécifique au niveau des secrétariats. Et c'est ce que nous allons faire. Mais au plan organisationnel, ça ne pose aucun problème. 1515 candidats répartis en 4 séries, allemand, espagnol, arabe et latin, étaient attendus au sous-centre du lycée bilingue de Nilon-Brazzaville. 26 d'entre eux n'ont pas répondu à l'appel. Les autres ont affronté à l'entame les épreuves d'études de texte, de correction orthographique et d'informatique théorique. L'après-midi étant réservé à l'épreuve d'éducation à la citoyenneté et à la morale. L'examen du BEPC s'achève vendredi 8 juin 2018. Aujourd'hui, dans ce chapitre, 27 cas d'absence ont été enregistrés au lycée de Ngouaekele, là où se déroule le BEPC. Les candidats présents ne cachent pas leur optimisme à l'issue des premières épreuves passées ce matin. Reportage, Élisée Bokba et Aïk Cyril. Au centre écrit du lycée de Ngouaekele à Yaoundé, le comité de vigilance veille au grain à l'entrée de l'établissement. À l'intérieur, des candidats affrontent les épreuves du brevet d'études du premier cycle BEPC. L'examen se déroule bien. Nous avons ouvert le centre à 6 heures. Les candidats étaient à l'heure. Nous avons un comité de vigilance qui les accueille et qui les met en confiance. Dans les salles d'examen, il y a 2 surveillants. Nous avons aussi ce comité de vigilance qui tourne et qui donne tous les conseils qu'il faut. S'il faut aller aux toilettes, s'il faut aller, on est là. Donc il y a un ensemble de personnes qui aident. Pour cette session du BEPC, 995 candidats étaient inscrits au centre du lycée de Ngouaekele, mais tous n'ont pas répondu à l'appel. Les absents, ils sont 27. Les listes sont là, les noms sont là, mais ils sont absents. Nous avons 27 absents sur les 995 inscrits. Nous avons quand même enregistré un retardataire. Il est venu à 8h20. Alors qu'il est interdit de faire entrer un candidat après 8h15, 15 minutes après le début des épreuves. C'est le seul candidat qui nous a un peu dérangé. Sinon, tous les autres sont arrivés à l'heure et on a lancé sans incident. 2 épreuves étaient au programme de cette première journée de composition. L'étude de texte et la correction d'orthographe. Des épreuves abordables au dit des candidats. Les films étaient bien, études de texte étaient bien, même correction orthographique. Là. Non, j'ai bien travaillé en correction orthographique et en études de texte, malgré qu'à la fin, bon, mais ça va aller. Je vais passer le BPC. J'ai bien composé, j'ai trouvé l'épreuve un peu facile. Mais c'était un peu difficile au niveau de la correction orthographique. Mais je pense que ça va aller. Je vais réussir mon examen. Le BEPC marque la fin des études du premier cycle. Dans les salles de composition du centre écrit du lycée de Ngouaekele à Yaoundé, la police des examens
rappelle aux candidats la conduite à tenir pendant l'examen. Dans le reste de l'actualité, la problématique du recyclage des déchets plastiques se pose avec acuité au Cameroun. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, des organismes pointent du doigt la stratégie illisible du gouvernement pour lutter contre la pollution de l'environnement à travers ces déchets plastiques qui pullulent dans les cours d'eau et dans les rues aussi de la ville de Douala. C'est le constat que font nos reporters Innocent Abega et Kedjara qui sont allés à la rencontre de ces défenseurs de la nature qui réussissent à recycler ces différents produits et déchets plastiques. Reportage. Des pots de fleurs, objets de décoration, bijoux, pochettes pour femmes, mais aussi des voiturettes, avions, sacs de marché, tapettes. On se croirait à une foire aux œuvres d'art, mais pourtant il n'en est rien. Ces objets, tout aussi jolis qu'originaux, ont été fabriqués des mains de ces enfants et de leurs encadreurs et sont faits de matériel plastique de récupération, issus des bouteilles d'eau et de jus consommés par des Camerounais au quotidien. Une jolie façon de préserver l'environnement, mais surtout de donner une seconde vie à ces bouteilles vides qui jonchent en permanence nos rues et cours d'eau. L'apprentissage doit aller au-delà de la théorie, des activités pratiques que les enfants auront réalisées, mais en montrant surtout que c'est eux qui sont au cœur de la situation parce qu'ils sont les plus grands pollueurs à travers leur mode de consommation, mais aussi doivent aussi être au centre de la récupération dans ce que nous appelons en développement durable, l'économie circulaire. Les retombées de cette séquence de création toute positive sont appréciables à plusieurs niveaux. Sur le plan économique, c'est des objets qui peuvent désormais être vendus par les enfants. Sur le plan culturel, nous avons de nouveaux objets qui vont rentrer dans notre vie, dans la vie des enfants en termes de jouets. Et puis sur le plan environnemental, c'est peut-être le premier, pas des moindres, c'est rare qu'on aura réduit le plus longtemps possible le rejet de certains déchets dans la nature. Fabriqué à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, qui se célèbre chaque 5 juin, l'initiative est du Réseau africain pour l'éducation au développement durable, qui couvre les lycées d'Aquanor, de Nilandokpassi et de Kolbitong à Bertois. De quoi donner d'excellentes bases en matière de protection de l'environnement à ces enfants, qui seront plus tard des relais. Il s'agit pour les élèves et pour les enseignants d'aller au-delà des modules d'enseignement qui sont désormais inscrits dans nos programmes scolaires pour les conduire vers des activités pratiques qui en réalité sont des compléments d'un apprentissage théorique. Aujourd'hui encore, malgré les messages diffusés par les médias et organismes au sujet de la préservation de la nature, les Camerounais, pour la plupart hermétiques, ne comprennent toujours pas l'importance qu'il y a à ne pas laisser traîner à même le sol des matières plastiques non biodégradables. Un analphabétisme environnemental qui est assez poignant chez nous. Parce qu'on attend même à côté de cet analphabétisme-là que ce soit d'autres personnes qui agissent, mais surtout pas moi. Donc il s'agit pour nous, dans nos activités, d'amener les uns et les autres à revoir leur mode de consommation. À savoir que les questions d'environnement sont d'abord des questions individuelles avant d'être des questions politiques. En plus des individus, la responsabilité gouvernementale est également soulevée. C'est déjà attirer l'attention de l'État sur le fait que les textes existent, c'est vrai, mais les textes gagneraient à davantage être appliqués par tout le monde, par lui-même qui est la veille, mais aussi par nous-mêmes. J'insiste vraiment sur l'élément individuel, parce que c'est cela qui pousse à l'action collective. Nous aurons fait un mauvais choix de consommation à la base, parce qu'à côté de ces bouteilles plastiques, on peut bien prendre, comme à l'ancienne époque, les bouteilles cassables qu'on peut retourner chez le vendeur. En somme, il s'agira pour le compte de cette autre journée dédiée à l'environnement de casser les habitudes qui tendent à le détruire. La recrudescence des inondations observées à Yaoundé révèle au grand jour l'incapacité des pouvoirs publics à améliorer la canalisation des eaux et l'aménagement urbain dans la cité capitale. Il a fallu attendre les injonctions du chef de l'État pour assister à la mobilisation du gouvernement en vue de résoudre ce problème des inondations. Élisée Bogba et Aïk Cyril. Paul Biya donne 2 semaines, pas plus, aux autorités de la ville de Yaoundé pour résoudre le problème des inondations dans la cité capitale. Le travail à l'immédiat, c'est 2 semaines. C'est 2 semaines et nous avons, n'est-ce pas, bon espoir que
les propositions déjà faites et qui se passent sont les bonnes propositions. Nous allons également en faire d'autres pour que ce soit pérenne. Et nous allons tirer les conséquences de Yaoundé pour les autres villes. La colère du président de la République a résonné lors du dernier conseil de cabinet à l'immeuble Étoile. Du coup, les uns et les autres se bousculent. À la communauté urbaine de Yaoundé, des actions sont entreprises pour canaliser les eaux du Mfundi à l'origine des inondations au centre-ville de Yaoundé. Monsieur le délégué du gouvernement a mobilisé sur le terrain un ensemble d'acteurs qui ont commencé à procéder aux actions qui produisent un résultat immédiat. Il s'agit du curage autant des collecteurs souterrains que des caniveaux, etc. à l'effet justement d'arriver à évacuer les déchets qui s'accumulent chaque fois, de manière à enlever les terres qui sont chaque fois charriées dans les ouvrages de drainage. Ceci devrait permettre de produire un résultat immédiat parce qu'il faut relever que les collecteurs souterrains dans le centre-ville n'ont pas été curés depuis très longtemps. Mais pour se rassurer que les instructions de Paul Biya sont effectivement appliquées sur le terrain, le ministre du Développement urbain et de l'Habitat parcourt les différents chantiers engagés par la communauté urbaine de Yaoundé. Nous sommes descendus sur le terrain pour nous rendre compte de l'effectivité, n'est-ce pas, des actions qui sont menées après notre premier tour du vendredi, c'est-à-dire le curage de tous les lits de rivières, le curage des points qui bloquent l'écoulement des eaux. Pas plus tard que la semaine dernière, Yaoundé et particulièrement le centre-ville avaient les pieds dans l'eau. La pluie qui s'est abattue sur la ville a provoqué des inondations qui ont contribué à ternir davantage l'image de la cité capitale. Désormais sous pression, suite à la colère du président de la République, la communauté urbaine de Yaoundé et le ministère du Développement urbain et de l'Habitat ont 15 jours pour réagir. Autre problématique majeure qui interpelle le gouvernement, c'est ce grave déficit en eau potable qui plonge les populations dans un calvaire inhabituel. Je vous le disais en titre, des colonnes d'enfants, de personnes âgées et de femmes se bousculent devant quelques rares points d'eau, les exposant à des risques élevés de maladies hydriques, ceci sous le regard indifférent des autorités locales. Illustration à la Cité des Palmiers dans le 5e arrondissement de Douala, où depuis près d'une semaine, les populations ont soif, les robinets sont à sec. C'est le constat que font nos reporters François Dikoumé et Isabelle Carole Zoupet. À la maison, il n'a même pas l'eau à boire, ni laver les habits, ni laver le sol. Il n'a rien à la maison. Là où je suis là, ici en grave, bon, il n'a rien. Bon, je pars, je marche partout. Là, les rangs partout, les bidons, moi, je ne sais pas. Comme le petit Aksan, c'est tous les habitants du quartier Cité des Palmiers à Douala qui sont aux abois suite à la pénurie d'eau depuis plusieurs jours. Le fait n'est pas certes nouveau dans ce quartier, mais il a rarement atteint pareille ampleur. Cette situation a depuis lors bouleversé négativement le mode de vie de ces riverains. Nous nous levons à 4 pour venir chercher de l'eau. Et là, ce n'est pas facile parce qu'il y a trop de monde qui se lève aussi à 7 heures pour venir chercher de l'eau. Et mais là, nous sommes obligés de faire une ligne pour pouvoir avoir de... À travers les rues, hommes, femmes et enfants portent des récipients à la recherche du précieux liquide. Conséquence, tous prennent d'assaut, forage et puits sans forcément se soucier de sa potabilité. Le mutisme par lequel brille la société en charge de la production et de la distribution d'eau révolte davantage ses habitants. Nous n'avons pas d'eau. Le problème c'est qu'on n'a même pas été communiqué, il n'y a même pas eu de communication à ce sujet. Donc on n'a pas d'eau depuis on ne sait pas pourquoi. Comme à la Cité des Palmiers, plusieurs autres quartiers de la cité capitale économique ont des difficultés d'approvisionnement en eau potable. La prévention routière est confrontée au trafic d'influence de certaines personnalités qui sont arrêtées pour excès, interpellées pour excès de vitesse sur les routes.
C'est le cas à Bafoussam, dans la région de l'Ouest, là où la gendarmerie a mené une campagne de prévention routière et même des autorités de la ville ont été prises en flagrant délit d'excès de vitesse. Certaines d'entre elles n'ont pas voulu payer les amendes. Il a fallu que les gendarmes sortent les muscles. C'est un reportage signé d'Alastiana et Jean-Paul Chouniat. Voici le prototype de mauvais magistrat qui viole l'ordre établi, en l'occurrence le code de la route qui s'impose à tous. Interpellé à ce poste de prévention routière sur l'axe Bafoussam-Yaoundé pour excès de vitesse, ce surveillant de la loi brandit tout de go son titre de procureur de la République pour intimider un gendarme qui ne fait que son travail. Le refus d'obtempérer de ce mauvais usager VIP n'a d'égal que son mépris pour le gendarme. La carte professionnelle, laissez les gens parler. Il dit qu'on magistrat se comporte comme ça. Le ton monte et le commandant de la patrouille est obligé d'intervenir pour mettre au pas le magistrat zélé. Le véhicule est fouillé de fond en comble. Tous les passagers formellement identifiés. Un exemple à tous pour faire respecter la loi, peu importe le rang social de l'usager. Beaucoup d'autorités circulent en grande vitesse et ne sont pas prêts à payer les amendes. C'est ce qu'on condamne, cette attitude, parce que l'essentiel de cette mission, c'est de amener tous les usagers à respecter le code de la route. Et c'est ça qui fait de sorte que les accidents sont évités sur nos routes. Des cas de trafic d'influence, d'abus et d'incivisme des autorités qui se croient tout permis dans ce pays, les forces du maintien de l'ordre, tout comme le citoyen lambda, en font face au quotidien sur nos routes. Nous tenons toujours, malgré les ennuis que nous avons des autorités, nous avons toujours la détermination et le soutien du secrétaire d'État, Charles Ranouille, pour continuer à réprimer avec fermeté toutes les infractions qui sont commises sur le route. Selon des statistiques, bon nombre de ces hors-la-loi à col blanc sont impliqués dans pas mal d'accidents de la circulation. Certains l'ont même appris à leurs dépens, en y laissant leur vie et mettant celle des autres en danger. Depuis un certain temps, ou bien dans le passé, on a enregistré beaucoup d'accidents meurtriers sur cet axe. Et grâce à la prévention routière qui est présente sur cet axe, on a réussi à stabiliser la situation des accidents sur les routes. La violation du code de la route et l'excès de vitesse ont déjà fait des millions de morts et continuent d'endeuiller des milliers de familles. Après les 2 missions d'écoute menées par la commission Moussongué dans le chaudron de la crise anglophone, le président de la République du Cameroun est-il prêt à s'engager dans un débat et un dialogue inclusif sur le fédéralisme avant la convocation du corps électoral pour les législatives et les municipales cette année 2018. Au regard du contexte sociopolitique et sécuritaire, le calendrier électoral va-t-il être respecté? Des éléments de réponse à suivre dans une poussière de secondes dans la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau un expert des questions électorales, Barthélémy Komtouenté, bonsoir. Bonsoir Cédric. Nous sommes à quelques semaines d'une probable convocation du corps électoral pour les législatives et les municipales. Est-ce que vous pouvez déjà nous préciser ce qui se dessine sur le calendrier électoral, si on respecte les dispositions en vigueur? Tout à fait Cédric. Les téléspectateurs doivent savoir que l'on s'attend à la convocation du corps électoral pour 3 scrutins importants. Il y a les présidentielles, les législatives et les municipales, après les sénatoriales du mois de mars. Et la loi électorale prévoit que le président de la République doit convoquer chacun de ces scrutins 90 jours avant la date des élections. Or, nous savons que conformément au code électoral, l'élection présidentielle est attendue entre le 14 septembre et le 14 octobre. Cela suppose que le président de la République devrait convoquer le corps électoral entre le 16 juin et le 16 juillet. Par contre, les législatives sont prévues au plus tard le 19 septembre. Cela suppose que le président de la République devrait convoquer le corps électoral au plus tard
le 21 juin. Les municipales, quant à elles, sont prévues au plus tard le 18 septembre. Cela suppose que le président de la République devrait convoquer le corps électoral au plus tard le 20 juin. Sur ces législatives et municipales, dont le corps électoral pourrait être convoqué d'ici le 21 juin, c'est-à-dire dans 3 semaines pratiquement, est-ce qu'il y a des dispositions qui permettent au chef de l'État de pouvoir proroger ou de maintenir ce calendrier? Tout à fait, la loi prévoit que le président de la République peut proroger le mandat des députés à l'Assemblée nationale et après consultation du président du Conseil constitutionnel et des bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale. De la même manière, il peut proroger de 18 mois maximum le mandat des conseillers municipaux après consultation du bureau du Sénat et du gouvernement. Donc voilà les dispositifs prévus par la loi. Donc il s'agit là d'importantes prérogatives que le président de la République peut tout simplement actionner, surtout que l'environnement actuel, comme vous venez de le dire, prête un peu à beaucoup de prudence. Pourquoi est-ce que cet environnement, selon vous, peut influencer ce calendrier électoral? Quels sont les éléments dont vous avez à votre disposition? Alors vous savez que pour organiser les élections, il faut d'abord avoir d'importantes ressources financières. Et il avait été prévu 50 milliards dans la loi des finances pour les élections de 2018. Mais 50 milliards, c'est des prévisions, ce n'est pas des disponibilités. Et vous savez que notre pays fait face à une tension de trésorerie qui est quand même accentuée. Et non seulement ça, on a le pays engagé sur la guerre sur 2 fronts. Dans la partie septentrionale contre Boko Haram et dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest contre les sécessionnistes. Donc vous voyez que tous ces engagements nécessitent des moyens financiers importants. Et est-ce qu'on peut vraiment valablement organiser l'ensemble de ces scrutins dans un environnement un peu socio-économique trouble, où sur le plan social, il y a vraiment des difficultés et des menaces sur la sécurité des personnes et des biens? Il faut dire que cette décision revient à la discrétion du chef de l'État. En 2012, il avait déjà prorogé 2 fois le mandat des conseillers municipaux et des députés. L'élection s'était tenue plus tôt en 2013. Pensez-vous que ce scénario pourrait se répéter cette année? Moi, je pense tout à fait que de manière sage, le président devrait se cantonner plutôt à l'organisation du scrutin présidentiel. Moi, je vois venir la prorogation du scrutin pour les municipales et les législatives. Parce que le président a encore le privilège de la situation. Ça veut dire que c'est lui qui a encore les clés des manœuvres. C'est lui qui peut encore décider du calendrier électoral. Donc je crois qu'il saura bien examiner l'environnement actuel, socio-économique dans lequel se trouve le Cameroun. Et ce serait prendre des risques d'organiser tous ces 3 scrutins cette année, avant la fin de l'année, c'est-à-dire dans moins de 4 mois. Parce que si on s'achemine vers un triple scrutin, ce sera le 16 septembre. Alors je ne vois pas comment l'ECAM réussira aussi, de son côté, à organiser un triple scrutin. Pourquoi vous doutez des capacités de l'organisme en charge de superviser le processus électoral au Cameroun? Bon, tout à fait, je ne doute pas des capacités, parce que l'ECAM doit former non seulement des scrutateurs, mais former aussi ses agents dans les démembrements. Et pour faire tout ça, il doit publier les listes, ainsi de suite. Et pour accomplir toutes ces activités, il faut des moyens importants. Et vous voyez, il y a une nouvelle équipe qui vient de se mettre en place, qui doit prendre la machine en marche. C'est vrai que le directeur général, le docteur Éric Essoussé, il jouit d'une certaine compétence, il a de l'expérience dans ce domaine, c'est un bon technicien, parce qu'il a passé une bonne partie de sa carrière dans l'organisation des élections. Il est assisté aussi par M. Abdourahmane, qui aussi... Abdou Karimou. Qui est directeur général adjoint des élections. Qui est directeur général adjoint des élections et qui est un expert en question électorale. Donc je ne doute pas de la compétence de cette équipe,
Mais est-ce que cette équipe aura les moyens nécessaires pour relever les défis? C'est ça qui fait mon doute quant à la réussite de l'organisation de ces élections. Restons sur un scénario où le chef de l'État convoque le corps électoral le 21 juin pour les législatives et municipales. Qu'est-ce qui va se passer concrètement juste après, au cas où nous avons une convocation du corps électoral? Alors moi, si le chef de l'État convoque, moi ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que en ce moment, il n'y a aucune disposition qui permet au président de la République de proroger l'élection présidentielle. Non, je parle des législatives et des municipales. Au cas où il y a une convocation du corps électoral, quelles seraient les conséquences d'une telle décision du chef de l'État sur le processus électoral et sur le système en place? Justement, je marque mon étonnement parce que si le chef de l'État convoque les législatives et municipales au mois de septembre, qui doivent se dérouler au mois de septembre, ça veut dire que forcément, en octobre, il ne peut pas avoir des élections présidentielles. Parce que le calendrier prévoit que l'élection présidentielle doit se tenir au plus tard, le 14 octobre. Comment voyez-vous qu'on puisse organiser les législatives le 16 septembre et organiser la présidentielle au plus tard le 14 octobre? Moi, ça ne me paraît pas possible. Tout simplement parce que les résultats des élections législatives prennent un certain temps. Avant le 14, on ne pourra même pas encore avoir proclamé le résultat des législatives. Et je ne vois pas comment on pourra être en pleine campagne pour la présidentielle alors que les députés ne connaissent même pas encore leur sort. Donc vraiment, cette hypothèse... Pour vous, ce sont ces curiosités autour du chevauchement entre ces différentes élections qui peuvent amener le chef de l'État à proroger le mandat des députés et des conseillers municipaux? Oui, tout à fait. Moi, je vous ai dit, c'est très difficile à gérer, à moins qu'on aille vers un triple scrutin. Je vous dis, alors, triple scrutin, c'est encore peut-être multiplier le risque. Donc, il serait vraiment sage de prendre le recul et de reporter froidement les élections législatives et municipales, de se concentrer sur l'élection présidentielle. Et je crois que personne ne pourra être contre cette décision sage. Merci Barthélémy Komtchente. Je précise que vous êtes expert des questions électorales. Un publie reportage dans ce journal. La Société anonyme des brasseries du Cameroun, qui célèbre elle aussi la journée mondiale de l'environnement, elle a tenu à démontrer ses actions citoyennes dans son usine située à Yaoundé. Reportage. Le Cameroun a célébré le 29 mai 2018 de concert avec la communauté internationale la 46e édition de la Journée mondiale de l'environnement sous le thème « Combattre la pollution plastique ». Un événement qui a placé cette année le groupe Société anonyme des brasseries du Cameroun au cœur de l'événement. En effet, c'est le site de son usine de Yaoundé qui a été choisi par les autorités pour le lancement officiel des activités de cette journée, présidé par le ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature et les Pierres. Un choix pas du tout anodin et qui a été, selon le gouvernement, motivé par les efforts du groupe SABC dans la protection de l'environnement. À juste titre, nous avons choisi ce cadre si magnifique pour lancer, disons, la célébration de la 46e édition de la Journée mondiale de l'environnement. Ici, ce sont nos principaux partenaires ici. Il y a les brasseries, il y a Isacam, je ne voudrais pas faire de jaloux à beaucoup, tous les autres sont nos amis, mais particulièrement ceux-là. Et je voudrais, pour l'occasion, pour dire une fois de plus merci aux brasseries pour tous les efforts qu'ils font déjà pour la protection de l'environnement. Je leur demande de courir de l'avant, de faire encore davantage. Faire davantage pour protéger et préserver l'environnement, c'est ce à quoi s'attelle le groupe SABC au quotidien depuis 70 ans. Preuve de cet engagement, le groupe a d'ailleurs attribué à 3 de ses directions la responsabilité de mettre en œuvre sa politique environnementale, de la veille réglementaire ainsi que des relations avec des administrations, dont le ministère de l'Environnement, avec qui la collaboration a toujours été au top. Nos relations avec votre ministère sont depuis toujours excellentes et la tenue de cette cérémonie en est la preuve si besoin était. Et nous avons conscience que cette confiance repose sur des engagements précis de notre part. En effet, le groupe SABC, qui célèbre aujourd'hui ses 70 ans, a été l'une
des premières sociétés dans sa vocation citoyenne de mettre au point un plan environnemental dans la gestion de ses usines. Être leader agro-industriel, mais également le leader dans la protection de l'environnement, c'est l'engagement du groupe SABC depuis 70 ans qu'il est présent au Cameroun. Autant d'années au cours desquelles chaque produit du groupe SABC représente un engagement pour le développement du pays, y compris en matière d'environnement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, l'émission Parole de femmes qui s'intéresse à ces dames que vous trouvez en salle de sport, coquettes, qui viennent s'exhiber ou alors qui viennent tout simplement se faire draguer. Des femmes, on parle ce soir autour de Julingue Nyondé, présentatrice de l'émission Parole de femmes. Je vous souhaite une bonne soirée sur cette même antenne.